Dans cette partie, nous allons voir les constantes et les variables de structure. On va voir comment on construit des constantes de structure et comment on déclare des variables de structure et comment faire l'initialisation ainsi que les quelques opérations de manipulation. Pour rappeler, une constante, c'est une valeur particulière de l'ensemble des valeurs possibles pour un type donné. Comme exemple, ici, nous avons int i2. La valeur 2 est une constante de l'ensemble des entiers et qui permet d'initialiser la variable i. Nous avons ici char étoile non égale à BA. La constante BA est une constante de chaîne de caractères qui permet d'initialiser la variable non. Alors, de manière générale, le rôle des constantes est l'initialisation des variables ou leur utilisation dans des expressions. De la même manière, nous avons aussi des constantes de structure, de type structure, qui permettent d'initialiser des variables de type structure. Pour le langage C, nous avons deux syntaxes de construction de constantes de structure. La première, c'est la construction de valeurs positionnelles. C'est un bloc de données avec des valeurs qui sont identifiées suivant leur position, ou bien la construction par nommage explicite des membres. Nous allons voir en détail ces deux manières de construire des constantes. La première méthode pour créer une constante de structure est de définir un bloc de valeurs correspondant aux différents membres de la structure selon l'ordre d'apparition. Pour illustrer cela, considérons la forme générale de cette structure où nous avons le nom de la structure qui est non-structure et nous avons un bloc de membres qui sont membre 1, membre 2, membre 3, ainsi de suite, qui ont respectivement les type 1, type 2 et type 3. Pour déclarer une constante positionnelle, il faut créer un bloc de valeurs séparé par des virgules, comme on le ferait pour initialiser un tableau. La particularité ici est que chaque valeur ici correspond à un membre selon la position de déclaration dans la structure. Par exemple, membre 1 correspond à valeur membre 1, membre 2 correspond à la valeur membre 2 et membre 3 correspond à la valeur membre 3. Et on le déduit simplement de la position. Donc, si on change l'ordre, si membre 3 et membre 1 étaient inversés, alors membre 3 serait dans la valeur de membre 1. Donc ici, l'ordre est significatif et important. Alors, il est possible d'initialiser ici cette structure sans initialiser tous les membres. Donc, il est possible, au lieu d'avoir exactement le même nombre de valeurs ici que le nombre de valeurs de membres qui sont définis, et donc, si vous avez n valeurs dans le bloc positionnel, les n premiers membres seront initialisés et le reste sera initialisé à 0. Alors, valeur membre 1, valeur membre 2 et valeur membre 3 peuvent aussi être peuvent être des constantes, mais aussi peuvent être des variables d'autres types pour initialiser. Dans la démo que nous allons faire, on va montrer toutes ces possibilités-là. Alors ici, pour concrètement donner un exemple, nous avons ici struct personne p var 2, qui est une déclaration d'une variable qui s'appelle p var 2 et qui est initialisée par la constante positionnelle de structure. Ici, qui a Job qui correspond au nom, Mamadou qui correspond au prénom et 12 qui correspond à l'âge. Donc ici, vous voyez bien, dans la création du bloc, c'est la position de la valeur à l'intérieur du bloc de valeurs qui détermine de quel membre est-ce qu'il s'agit. La deuxième forme, c'est la construction par nommage explicite des membres. Il s'agit donc de donner des noms aux différents champs qu'on souhaite initialiser. Alors, dans cette forme explicite,
chaque membre est désigné explicitement par un point précédent, par le point qui précède le nom du membre et une opération d'affectation de la valeur qu'on souhaite utiliser pour l'initialisation. Cette forme permet de s'affranchir des contraintes de devoir respecter scrupuleusement l'ordre des membres selon la déclaration de la structure et permet donc de les mettre dans un ordre aléatoire. Si on avait interverti membre 1 et membre 3, ça ne changerait pas les opérations qui seraient réalisées. Alors, il est aussi possible avec ça d'initialiser une partie seulement ou de choisir un sous-ensemble de membres qu'on souhaite initialiser. Et ça, on le fait de manière explicite en donnant le nom de chaque membre. Alors, en guise d'exemple, vous avez struct pvar3 égale accolade, point prénom, qui veut dire que là, c'est le membre prénom qu'on souhaite initialiser, et ensuite égale à Moussa, et ensuite point nom égale à Lo, et âge, point âge égale à 12. Alors ici, ces différents champs, ou ces différents membres, sachant qu'ils sont de manière explicite identifiés, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et ça permet donc de s'affranchir de cet ordre-là et de manière explicite d'identifier les champs ainsi que leurs valeurs pour ne pas se tromper. Alors pour la déclaration maintenant des variables, nous avons vu les constantes, il faut maintenant déclarer les variables. Il y a plusieurs manières de déclarer une variable de structure. Alors, la première manière, c'est de déclarer sans initialisation, c'est-à-dire on déclare la variable, mais on ne l'initialise pas automatiquement. Et la première sous-possibilité, c'est de déclarer une variable globale. Alors, ce type de déclaration, c'est juste après la déclaration de la structure et avant le point-virgule, de lister un ensemble de variables qui sont des variables globales. Maintenant, ce n'est pas toujours pertinent de déclarer des variables globales comme ça. Il est aussi parfois possible de déclarer des variables locales ou globales et de les détacher de la déclaration de la structure. Alors pour cela, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est la déclaration de la structure qui dit quels sont les types et les noms de chaque membre. Et en deuxième phase, on utilise le type struct personne, par exemple ici, variable 1, non variable 2, etc., pour pouvoir déclarer la structure. Ici, on suppose qu'il y a une structure qui est déclarée et qui s'appelle struct personne et qui permet ici de déclarer les deux variables. Et avec ces deux formes, il est possible donc de déclarer des variables globales dans le premier cas, des variables globales ou locales dans le deuxième cas ici. Il faut noter ici que non-structure est un type qui est différent de struct personne. C'est juste pour l'exemple qu'on a donné struct personne ici pour donner un deuxième type. Le deuxième cas de figure de déclaration de variables de structure, c'est de faire avec initialisation, c'est-à-dire on initialise les champs. Alors pour ce faire, la première étape, c'est de déclarer la structure. Et la deuxième étape, c'est de déclarer des variables locales ou globales avec struct personne, var, et ensuite de leur affecter une constante de structure. Donc là, ça permet de décorréler la déclaration de la structure de la déclaration de la variable de type structure. Et là, dans cet exemple-là, nous utilisons une déclaration avec un bloc de variables positionnelles. Il est possible de faire la même chose en faisant une déclaration ici d'une autre variable, var0, en utilisant un bloc de variables explicites, comme var membre 1, var membre 2, comme ça. Donc là, on fait en même temps une déclaration et ensuite on fait une initialisation. Alors maintenant, ce que nous allons faire, on va faire une petite démo pour essayer d'illustrer ces deux cas de figure de
déclaration d'utilisation de constantes de manière pratique. Alors, nous allons faire un ensemble de démonstrations pour illustrer tout ce que nous avons dit sur les constantes de structure et la déclaration et l'initialisation de variables de structure. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la déclaration de variables globales juste après la déclaration. Alors ici, je suis sur le point H et j'ai struct personne et ensuite ici, je pourrais déclarer la variable P0 qui serait une variable de type structure. Et ensuite, comme c'est un point H qui est inclus, je peux commencer à l'utiliser en faisant printf %s, %s, %d, ou bien il est plus simple de dire void affiche personne qui a comme argument struct personne ici, struct personne p, et là il va afficher ici la valeur de la variable ici, ou la valeur de la variable structure, on va dire p.prénom, p.nom, et p.âge. Donc là, je vais améliorer prénom. Ensuite, nom. Ensuite, la âge et /n. Donc, c'est juste une fonction utilitaire qui me permet de voir le contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est affiche personne de P0. Donc, j'ai déclaré ici une variable globale parce que la variable, elle est déclarée juste après la définition de la structure. Ensuite, là, après, on pourra l'afficher ici en utilisant la fonction affiche personne. Compilons maintenant pour exécuter et voir ce que ça va donner. Donc là, je dis gcc personne.c-o personne.exe. Et je dis personne.exe. Et là, si vous regardez bien, il a donné un personne. Prénom, il n'y a rien. Nom, il n'y a rien. Âge, il n'y a rien parce que je n'ai pas initialisé la variable. Donc ici, la variable globale ici, elle n'est pas initialisée du tout. Et quand je viens sur la fonction main, je n'ai pas non plus initialisé la variable. Alors, donc la deuxième étape qu'on va faire, c'est de voir, comme ce n'est pas initialisé, quelles sont les valeurs par défaut qu'on va mettre dedans pour une variable globale déclarée comme ça. Alors pour ça, je vais utiliser GDB qui est le debugger qui permet d'arrêter le programme. On va mettre -g GDB. Alors ensuite, on va dire gdb.anti/personne.exe. Donc ensuite, on va mettre un breakpoint sur la fonction main pour le point d'arrêt. Et ensuite, on va lui dire run. Donc là, il arrive jusqu'à la fonction affiche P0. Donc il n'a pas encore exécuté la fonction, donc on va lui dire d'afficher le contenu de la variable P0. En fait, ce qu'on voit là, c'est que le contenu de la variable P0 est initialisé à initialisé à 0. Donc tout l'espace est initialisé à 0. Donc il faut peut-être prendre comme information, comme quoi, si vous n'initialisez pas une variable, ben, le tout sera initialisé à nul lorsque c'est une variable globale déclarée juste après la définition de la fonction. Si je continue pour l'affichage, donc c'est normal qu'il n'affiche rien parce que ce sont des chaînes de caractères qui commencent par la chaîne nulle, donc c'est pour ça que ça ne renvoie rien et vous voyez H est initialisé à 0 ici. Alors, maintenant, nous allons faire alors, juste avant d'avancer peut-être, c'est de dire que ça, c'est à
à bannir. Dans les fichiers .h, vous n'êtes pas censé déclarer des variables globales, sauf si vous avez un besoin qui est très bien identifié par rapport à ça. Il ne faut pas simplement déclarer des variables globales comme ça par convenance. Alors, on va maintenant déclarer une autre variable globale, mais en dehors de la déclaration de la structure. Alors, pour ça, je dis struct personne et je lui dis P1. Donc ça permet de déclarer une structure qui est une variable globale parce que c'est en dehors d'une fonction. Et ensuite, si on l'affiche, on va dire qu'on va afficher P1. Et ensuite, avant d'afficher P1, on va faire un printf dans lequel on va tracer une ligne pour montrer qu'on a bien affiché ça. Donc, je vais terminer ça. Ensuite, recompiler et exécuter. Donc, quand j'exécute, vous voyez bien qu'en fait, c'est la même chose que lorsque c'est une variable globale. Lorsque c'est une variable globale, qu'elle soit déclarée ici en dehors de toute fonction ou qu'elle soit déclarée ici, une variable de type structure, elle est initialisée. Les champs sont initialisés avec la valeur 0 dans tout l'espace mémoire. Alors maintenant, on va regarder maintenant si on déclare une variable locale à une fonction, ici. Donc si je dis struct personne P2, et ensuite je vais afficher P2 pour voir est-ce que j'ai le même résultat que lorsque je déclare une variable globale. Donc là, si je compile et que j'exécute, vous voyez en fait, pour la variable P2, on voit une valeur ici sur l'espace entier. Alors, je vais utiliser GDB pour voir ce qui s'est passé. Donc, pour l'exécution à pas. Alors, donc pour ça, je vais dire le breakpoint. Je vais faire breakpoint sur la fonction main. Et ensuite, je vais lui dire de démarrer le programme. Alors, ensuite, je vais dire next. Next. Donc, c'est P2 qui nous intéresse. Voilà. Maintenant, avant d'afficher P2, je vais dire print P2 pour voir le contenu de P2. Alors, quand vous regardez, vous pouvez voir qu'en fait, P2 est bien sûr initialisé. Et ce sont les premiers caractères qui sont initialisés à nul lorsque c'est une chaîne de caractères. Et donc, en réalité, ce n'est pas une initialisation, c'est pas réellement une initialisation. On prend quelque chose et on met à l'intérieur. Donc, lorsque vous déclarez une structure sans l'avoir initialisée, lorsque c'est une variable locale à une fonction, la structure va contenir des valeurs aléatoires. Et donc, il faut toujours prendre la peine de l'initialiser lorsque vous êtes sûr que vous n'allez pas l'utiliser de suite. Alors maintenant, pour l'initialisation, on va utiliser le premier mode qui est le mode bloc sans le bloc positionnel. Alors pour ça, je vais mettre P2 égale et je vais ajouter ici un nom, Mamadou. Ensuite, je vais ajouter ici Ndiaye et je vais ajouter 25 ici. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va prendre P2 prénom, il va mettre... alors, je regarde juste pour vérifier que c'est bien prénom. Donc, nom aussi. Donc là, je vais inverser. Donc, P2.prénom. Donc, P2.prénom. P2.nom plutôt va prendre la valeur Ndiaye. P2.prénom va prendre Mamadou. Et l'âge va prendre 25. Alors, on va compiler et exécuter. Alors, vous voyez qu'en fait, il est bien initialisé à Mamadou Ndiaye.
Donc, si on veut avoir la même chose sur les deux autres structures qu'on veut avoir, donc là, on va initialiser ici celui-là en disant que c'est égal à job, et là, on va mettre AO. Et vous voyez que vous allez voir que la deuxième structure va être identifiée avec AOJob. Alors, bien sûr, c'est positionnel, ça veut dire que le premier élément va toujours être celui du nom et le deuxième va être celui du prénom. Alors, si ici, pour le troisième ou bien pour le P0, je fais l'initialisation ici. Et au lieu de mettre, on va dire, nom, prénom, je mets prénom, nom. Donc, je vais lui dire Adama Diouf. Et comme âge, je vais lui donner 36 ans. Alors, vous allez voir que, alors, pour le prénom, il va considérer que c'est Diouf et le nom, c'est Adama. Donc, il ne sait pas quelles sont les variables. Tout ce qu'il sait, c'est quelles sont les positions des différentes variables. Donc, ici, lorsque vous initialisez avec ces valeurs-là, il est nécessaire de faire le positionnement correct et d'avoir le même nombre d'éléments. Alors, deuxième exemple de ce que vous pouvez faire, c'est dans l'initialisation, ici. Par exemple, ici, pour l'initialisation, on n'est pas obligé de mettre tous les éléments. Alors, la première, c'est qu'on va enlever le 25. Et on va compiler pour voir ce qui se donne. Donc, on voit bien que Momodou Ndiaye, on a enlevé le 25 et l'âge, la variable qui n'est pas fournie est initialisée à 0. Donc, on peut aussi enlever ici Momodou pour voir ce qui se passe ici. Donc, vous allez voir que en fait, ici, le prénom, c'est le nom de famille c'est le nom qui est initialisé et le prénom ne l'est pas. Il est initialisé, mais il y a la valeur nulle à l'intérieur. Donc, vous pouvez ne pas initialiser toutes les variables, mais ça donnera le même résultat. Alors, enfin, pour l'initialisation toujours, il est possible d'utiliser non pas que des constantes. Par exemple, je déclare int n égale à 45. Et ici, au lieu de mettre 25, je vais mettre n, donc qui est le nom de la variable. Donc, c'est-à-dire ici, dans le bloc, on n'est pas obligé de tout le temps mettre des constantes. On peut mettre des variables. Donc là, si je fais, donc vous voyez bien que c'est le 45, la valeur de la variable qui est utilisée pour initialiser l'âge. Alors, le point d'attention, c'est que en réalité, vous ne pouvez pas les variables, vous pouvez que initialiser les n premières variables. Donc, si vous enlevez, supposons que vous vouliez initialiser seulement le nom et l'âge. Alors, en faisant ça, en réalité, vous n'allez pas initialiser le nom et l'âge, mais vous allez mettre la valeur de n à l'intérieur du prénom. Alors ça, pour l'illustrer, je vais compiler avec GDB et je vais l'exécuter avec GDB pour que ce soit plus explicite. Alors, donc là, je dis run, je dis next, 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 next. Voilà, next. Donc là, on a de la structure. Donc lorsque je fais print, alors la structure c'est P2. Alors donc lorsque je fais print P2, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, après l'initialisation, si je fais print P2, je vois qu'en fait, il a bien initialisé les champs. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que la valeur qu'on a reçue sur le prénom, c'est celui-là. Vous voyez, en fait, il a mis un tiret parce que le 45 correspond au code ASCII du tiret. C'est pour ça que vous avez le tiret. Donc ici, si je continue, en fait, vous allez voir le prénom égal à tiret. Donc si on avait changé la valeur en mettant, je sais pas, 10 qui est aller à la ligne ou des choses, un caractère,
il va initialiser non pas l'âge comme on le pense, mais il va initialiser l'élément. Donc, ce n'est pas possible d'initialiser de manière non contigue. Et il n'est pas non plus possible de mettre deux virgules pour sauter des éléments. Donc, vous ne pouvez initialiser que des valeurs ou bien les champs en partant des premiers membres vers les autres membres. Alors donc ça montre un peu ce qu'on peut faire avec avec les structures et l'initialisation ici avec les variables ici. Maintenant, la variable, donc si on dit, la deuxième manière qui est la manière explicite, c'est de mettre ici point. Vous voyez là, on a avec l'éditeur une suggestion. Donc si je disais point nom égal, et je dis point prénom égal, et point âge égal, donc là, il va, si je mélange, supposons que je vais le mettre dans un ordre aléatoire, donc c'est le P1. Donc on va voir si ça marche. Donc c'est le P1. Donc on regarde s'il va conserver our job comme prénom nom. Alors, si vous regardez à tous les coups, donc quel que soit le mélange que vous faites, il va le reconstituer. Donc, la partie où on met, de manière explicite le nom des champs, ça vous permet de les identifier un à un. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez la possibilité de déclarer, on va dire, une partie explicite et une partie non explicite. Alors, la partie explicite va être prise en charge, mais la partie non explicite, il va le prendre selon l'ordre d'apparition des éléments. Alors, la partie explicite, est-ce qu'il accepte? Non, il n'accepte pas. Donc, pour les initialisateurs, vous ne pouvez qu'initialiser comme ça. Ce que j'allais dire ne s'applique pas. Donc là, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, cette accolade-là, cette accolade d'initialisation, vous ne pouvez l'utiliser qu'au moment de la déclaration. Vous ne pouvez pas l'utiliser plus tard. Par exemple, vous ne pouvez pas faire P2 égale là et vous dites, par exemple, Ibrahima Ndiaye. Parce que tout simplement, ici, on a dépassé l'initialisation et du coup, on ne peut pas faire des genres d'affectation. On ne peut pas faire une affectation d'une constante de structure en dehors de la déclaration. Dès que vous dépassez la déclaration, vous ne pouvez plus faire Donc, c'est une différence fondamentale entre les constantes de structure et les autres types de constantes. La seule manière de faire ici, c'est de dire P2 nom. Donc, comme ce sont des chaînes de caractères, vous allez utiliser str copie et vous copiez la valeur ici, Yay. Ensuite, même chose. Donc, si vous faites Ibrahima, même chose. Donc, ça, c'est prénom. Et pour l'entier, c'est P1.âge et vous mettez égal à N. Donc ça permet de changer le changement des membres après la déclaration se fait de cette manière-là. Vous êtes obligé de prendre une à une ou un à un les membres pour pouvoir les initialiser. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer par rapport à la déclaration et à l'initialisation des structures.